Avant d'arriver à la troisième partie de Cosmogonie et mythes, je vais revenir en fait sur le lieu de l'action de l'inquisiteur de Nami-Amur, donc l'île de Nami-Amur même. En fait, pour la décrire, c'est une île qui est apparue au tout début du premier âge de Valar. Et contrairement aux autres îles, en fait, son origine n'est pas d'ordre géologique. Elle s'est formée suite à la chute des débris de l'ancien monde de Namener dans l'océan de l'Alsour, dans une zone assez proche en fait de Dinyarfilialari, qui est une chaîne en fait de montagnes qui délimite les terres mortelles et qui est gardée par 6 statues, les 6 statues des dieux de Karasidavol. C'est une région qui est essentiellement forestière mais au climat relativement instable. Il y a des changements de température très variables. Le sud se caractérise plutôt par son humidité avec des zones mal drainées par le réseau hydrographique, ce qui a engendré la formation en fait d'immenses marécages, comme celui de Molnol, qui a une importance capitale dans l'inquisiteur de Nami-Amur. Mais en remontant vers le nord, l'air y est plus aride et sec, avec des zones désertiques, puis ensuite plutôt rocailleuses. De plus, Nami-Amur est situé entre deux plaques tectoniques. Il y a donc une forte activité volcanique et sismique, et c'est justement cette position éloignée et cet environnement hostile qui ont convaincu Ahura Mazda, le dieu en fait de ce monde, d'y construire un temple pour y entreposer 2 reliques, le bouclier et le sabre d'Anfazar, qui sont en fait 2 armes au pouvoir très important et utilisées enfin dans le but de vaincre plus tard éventuellement une éventuelle menace venue du pays d'Udun, donc qui est le monde des ténèbres. Et c'est pour ça qu'en fait les moines gardiens d'Anfazar, que l'on voit également dans le livre, s'occupent à protéger ce temple et ses reliques. Pour ce qui est de la population, les premiers à avoir foulé cette terre, ce sont les Krarkart, qui sont des reptiles carnivores d'environ 15 mètres de long. Puis il y a eu les Valandim, qui sont eux plutôt des herbivores aux longues mandibules, enfantés en fait par la reine Dorine, qui est la reine originelle. Ensuite sont arrivés les esprits des montagnes de l'Alléluia, dont le rôle est en fait de garder un œil attentif sur l'île. Toutefois, il est à noter que l'emplacement exact de ces 4 esprits protecteurs est relativement incertain, et c'est justement dans la suite, dans le 2e tome, que l'on verra où se situent exactement ces montagnes. Ensuite, nous pouvons parler que quelques années plus tard, il y a eu les trolls qui se sont installés à Nami-Amur, en fait dans les profondeurs de l'Erevion pour y établir un marché. Et ensuite, il y a eu les légions du roi Nuala, des soldats de plomb qui ont été créés et destinés à nettoyer en fait l'île suite à un cataclysme cosmique engendré par Ahura Mazda, un conflit en fait entre Mazda et le créateur, le plus grand créateur qu'il y a au-dessus. Après cela, on a eu les hommes qui sont apparus, donc qui ont colonisé en fait l'île de Nami-Amur, mais qui ne sont intervenus que bien plus tard, et ils y ont construit en fait la cité de Philis, là où commence l'ouvrage. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord repris la langue originelle, qui était donc l'Ondusel, puis ils ont créé l'Ondurel juste après. Et l'un des hommes justement de Philis, de cette cité, c'était l'inquisiteur de Nami-Amur, qui fut soumis à un maléfice et contraint de protéger l'île sous la contrainte des monts de l'Alléluia. Vous comprendrez exactement les tenants et aboutissants de cette malédiction en consultant en fait les annexes chronologiques du 1er tome. Et son rôle en fait, ça a été pendant des décennies de combattre en fait toutes les forces opposantes à Nami-Amur, d'instaurer l'ordre, mais progressivement en fait son engagement a décliné avec la vieillesse, avec l'expérience, et c'est une étrange vision du futur en fait qui est venue troubler plus que tout cet engagement, et c'est là que commence le récit publié chez Edilivre.